Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que l'Allemagne est sortie de la Société des Nations et que le peuple allemand est d'accord avec cette initiative d'Hitler, et nous allons reprendre là. Il faut vous dire que pour cette année 1934, les dirigeants nazis se tirent dans les pattes. Cela avait déjà commencé bien avant, mais c'était plutôt léger. Mais maintenant que l'Allemagne est unifiée, le parti nazi n'a plus d'ennemis extérieurs en Allemagne, les dirigeants nazis peuvent mettre le paquet pour se tirer dans les pattes. Donc je ne vais pas revenir sur tout le monde parce que, en gros, il faut vous dire que tout le monde tire dans les pattes de tout le monde, que des alliances se forment contre d'autres alliances, etc. Les historiens disent que Hitler est très bien dans ce monde-là, que de cette façon, il peut gérer tout le monde, en gros diviser pour mieux régner. Mais d'après Speer et d'autres personnes, comme le général von Below par exemple, ils disent qu'Hitler ne prend pas ces affrontements entre les grosses têtes du parti au sérieux. Pour lui, ce ne sont que des gamineries et il les laisse faire sans s'en occuper. Mais il est vrai que pour certaines histoires, il interviendra en personne quand cela sera disproportionné. On pourrait dire que le plus malin dans l'histoire, c'est Himmler. Il ne s'embrouille avec personne, il se fait ami avec tout le monde et il place ses pions petit à petit jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Donc cela pour vous donner une petite idée de l'ambiance politique en Allemagne. Pour cette nouvelle année, Hitler reçoit beaucoup d'hommes politiques, des ambassadeurs, des religieux, etc. Là aussi, je ne vais pas faire la liste. Vous pouvez imaginer que les hommes politiques, à certaines occasions, reçoivent la visite d'autres hommes politiques. Le 2 janvier, lettre ouverte, publiée dans le Volkischer Beobachter, où il est dit « À la fin de cette première année de la Révolution nationale-socialiste, je dois te remercier, mon cher Ernst Röhm, pour les services inoubliables que tu as rendus au mouvement national-socialiste et au peuple allemand, et t'assurer que je suis extrêmement reconnaissant au destin de m'avoir permis de compter des hommes comme toi parmi mes amis et camarades de combat, en gage d'amitié véritable et de reconnaissante considération, ton Adolf Hitler. » Cette lettre sert à Hitler pour caresser Ernst Röhm dans le sens du poil et la SA, parce que la SA a peur d'être mis sur le côté. Donc le fait que Hitler écrive à Ernst Röhm, cela veut dire qu'ils sont toujours amis, et en même temps, nous pouvons penser que Hitler fait passer un message aux autres dignitaires nazis qui veulent se débarrasser de Ernst Röhm. Quand je dis se débarrasser, c'est pas obligatoirement le tuer, mais l'écarter de la politique, et de dire à ces gens-là, Ernst Röhm est mon ami et je tiens à lui. Donc, nous pouvons supposer qu'Hitler, par cette lettre, envoie 2 messages. Pourquoi cela ? Parce que Ernst Röhm commence à parler de Hitler en mal. La plupart du temps, quand il est ivre, dans des soirées, il n'hésite pas à crier sur tous les toits ce qu'il pense d'Hitler. Donc Ernst Röhm, ivre, c'est le mec qui se met en torse nu, qui monte sur une table et qui gueule bien fort. Donc en fait, tout le monde sait ce qu'il dit et ce qu'il pense. Mais il faut vous dire que même quand Ernst Röhm n'est pas ivre, généralement, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Et des personnes rapportent à Hitler tout le mal qu'il dit de lui. Mais Hitler laisse faire en pensant que cela va se calmer. Le 3 janvier, sur proposition du ministre de la Guerre von Blumberg, le général von Fritz est nommé par Hindenburg commandant en chef de l'armée, avec effet au 1er février. Le 4 janvier, Franklin Roosevelt déclare que les USA ne se mêleront plus des affaires politiques européennes. Le 7 janvier, dans le Reich, 6000 pasteurs dénoncent le contrôle de l'église protestante par les nazis.
Le 10 janvier, le néerlandais Marinus van der Lubbe, l'incendiaire du Reichstag, comme vu dans les précédentes vidéos, est décapité à la hache. Il sera acquitté en 1980 à titre posthume. Je reprécise qu'il n'y a pas d'éléments qui pourraient nous dire que ce n'est pas lui. Il semblerait que c'était vraiment lui qui a incendié le Reichstag et il est possible qu'il l'aurait fait seul. Le seul truc de bizarre dans cette histoire, c'est que Göring a grossi l'histoire pour justement accuser les communistes, comme quoi Marinus van der Lubbe n'aurait pas pu allumer l'incendie seul et qu'il aurait eu des complices. Mais d'autres policiers de l'époque disent que, en courant dans les couloirs comme un fou, il aurait pu mettre le feu un peu partout dans le Reichstag. Comme dit précédemment, il a brûlé des rideaux, des nappes, etc. Mais même si c'est Marinus van der Lubbe qui aurait mis le feu au Reichstag, il aurait pu être incité par d'autres personnes. Le 20 janvier, dans le Reich, loi sur l'organisation du travail national imposant un strict encadrement des salaires, suppression des négociations collectives, mise en place du Führerprinzip. Donc tout simplement, les entreprises allemandes dépendent de l'État. Et l'État allemand impose un encadrement des salaires. Le principe est que tout le monde est payé pareil en fonction de son travail et les salaires des gens vont fluctuer en fonction de ce que l'entreprise gagne ou perd. Donc si l'entreprise fait un bon chiffre d'affaires, les salaires vont grimper et à l'inverse, si les entreprises ne font pas un bon chiffre d'affaires, les salaires vont descendre. En sachant qu'il y aura une sorte de SMIG, il y aura un minimum à pas dépasser et d'un même côté, pour les patrons par exemple, il y aura aussi un maximum à pas dépasser. Donc les patrons ne peuvent pas non plus se faire des salaires de fous furieux. Et le principe du Führerprinzip, c'est que, en gros, le chef a toujours raison. C'est le Führer qui a pris la décision, et même si au début on croit que c'est en gros nul, il faut attendre parce que par la suite nous verrons les bienfaits de la chose. Le 21 janvier, mort de l'architecte d'Hitler, Paul Strost. Ces chantiers seront repris par Gerdy Trost, sa femme, qui est également architecte et qui a le même style de travail que son défunt mari. Il y aura des obsèques nationales le 24 janvier. Nous pouvons dire aussi que cela contribuera à Hitler de se rapprocher de Albert Speer, qui était le second de Trost sur le chantier de la chancellerie. Le 24 janvier, Alfred Rosenberg est chargé de la formation idéologique du parti et de ses organisations, avec le titre de mandataire du Führer pour la surveillance de l'ensemble de la formation et de l'éducation spirituelle et idéologique du NSDAP. Nous pouvons voir que les mecs ne rigolent pas quand ils se donnent des titres. Le 26 janvier, Hitler signe un pacte de non-agression de 10 ans avec la Pologne. Toutefois, Hitler ne reconnaît pas explicitement les territoires pris par la Pologne après le traité de Versailles et qui, d'après le traité de Versailles, peuvent être encore négociés. Ce traité sera également un rapprochement entre la Pologne et l'Allemagne. Il y aura des échanges militaires, des échanges de savoir policiers, etc. Donc, très gros rapprochement Pologne-Allemagne. La France voit cela d'un très mauvais œil. Le 30 janvier, loi sur la réorganisation administrative du Reich. Les régions perdent leur autonomie et dissolution des conseils régionaux. En gros, tout cela pour faire un grand Reich, pour que tout le monde puisse parler la même langue, entre guillemets. Lors d'un discours, Hitler laissera entendre qu'il n'est pas question pour lui de rétablir une monarchie, comme vu dans les vidéos précédentes. Pour cette fin janvier, le nombre de chômeurs est tombé à 3 774 000 chômeurs. Pour ce mois de janvier, Goebbels nous dit
qu'il passe l'après-midi chez Hitler, que les travaux de la maison sont presque achevés et qu'Hitler est enchanté. Ensuite, il passe la soirée chez Hitler, il dit « Vu le soir chez lui des films ennuyeux, un fatras complet ». Ensuite, il revient sur la loi sur l'administration des régions, il dit « Les Länder n'auront aucune forme de souveraineté. Leurs ministres seront sous l'autorité des ministres du Reich, la Prusse sera dissoute, le pouvoir de Göring brisé. Tu parles à l'oreille de Dieu, je n'ose pas encore y croire. » Par la suite, il parle de Landgrif, il dit fainéantise générale, donc il y a des problèmes avec Landgrif. Par contre, il dit que dans le Gau, la région de Berlin, tout se passe bien et que le département de la propagande également se porte bien. Par la suite, dans le mois, il nous dit qu'il est très malade et exténué et qu'il a des montagnes de travail à abattre, qu'il voit un nouveau film, qu'il apprécie et qu'il passe la soirée avec Hitler et les acteurs. Par la suite, il dit « Dietz et Backmeister postulent pour le bureau de vérification des films. Bonne impression, je les mets à l'essai, ils doivent avoir du flair et de l'instinct. Ribbentrop fait son rapport sur Paris et sur Londres, un bavard vaniteux. Je n'arrive pas à comprendre que Hitler l'apprécie. Il est peut-être apte à de petites tâches intrigantes. Chez Hitler, Göring Rome, contre l'hypocrisie. Tout le monde est d'accord, je vais maintenant gagner du terrain. À la fin du mois, il dit « Hier, Papen vient me trouver pour transmettre des plaintes contre nous au sujet du catholicisme. Je le mets à la porte, les curés doivent cesser leurs calomnies. » Par la suite, la réforme du Reich est présentée au Reichstag conformément à la loi. Les Länder ne sont plus souverains. Leurs gouvernements sont placés sous l'autorité du Reich. Les gouvernements du Reich sont étroitement surveillés. Ce n'est pas encore tout à fait cela, mais c'est un début encourageant. Au Reichstag, le Führer fait son discours le plus révolutionnaire. 2 heures de silence religieux, entrecoupés de vivas et d'ovations. Tous les problèmes sont éclaircis. Hitler est un génie de la simplification. Nous lui sommes tous reconnaissants. Göring est très affaibli. La réforme du Reich est adoptée à l'unanimité. Pauvre Göring. Chez le Führer, beaucoup de monde. Il critique très sévèrement le Kaiser et les monarchistes. Cela fait du bien. Le 1er février 1934, comme vu en début de vidéo, le général Fritz devient commandant en chef de l'armée. Pour ce 1er février, il y a également l'assassinat de plusieurs responsables communistes incarcérés. Ernst Röhm envoie une note adressée au général von Blomberg exigeant une fusion des SS, des SA et de la Reichswehr sous sa direction. Blomberg n'est pas très chaud, poursuivre Ernst Röhm dans cette voie. Et il fait transmettre le document à la chancellerie. Le 7 février, le gouvernement du Reich décide de créer les conditions d'une politique expansionniste. Wilhelm Frick annonce la création d'une société des étudiants allemands. Il y aura, de ce fait, beaucoup de déplacements de voyageurs politiques du monde entier pour étudier la vie économique et les infrastructures allemandes. Par exemple, des notables de Bordeaux pour le port d'Hambourg, des Polonais pour la visite d'exploitation agricole, des sénateurs français pour la laiterie centrale de Stuttgart, ou encore des délégués des chemins de fer afin d'étudier l'organisation des transports dans le développement urbain allemand, ou encore le bateau français le Jeanne d'Arc qui fait escale dans un port allemand avec le croiseur Frobisher ainsi que plusieurs navires suédois. Tous les marins sont pris en compte par le régime nazi et ils ont droit à des visites du port, des écoles navales et ils auront une véritable éducation maritime de l'Allemagne. Et également, énormément d'anciens combattants sont invités en Allemagne pour des cérémonies de paix. Hitler recevra des délégations françaises d'anciens combattants au Berghof ainsi que des délégations anglaises au cours de l'année. Cela au nom de la paix future. Il y aura en Allemagne beaucoup
de rassemblements d'anciens combattants allemands, français, anglais ainsi qu'américains, et des délégations françaises enverront des télégrammes de remerciement à l'attention d'Hitler. Hitler leur répond qu'il remercie les anciens combattants français et allemands pour leur cordiale salutation, auxquelles il répond de tout cœur. Il y a l'histoire d'un de ces rassemblements entre anciens combattants qui est racontée. Un clairon du 95e régiment d'infanterie ramassé par un ancien combattant allemand sur le champ de bataille nous avait été envoyé par le Reichsführer. Il devait servir à sonner le cessez-le-feu. Ce fut au milieu d'une émotion indescriptible que ce clairon sonna ensuite le rassemblement. Alors, les anciens adversaires de guerre, les anciens combattants allemands et français, se rapprochèrent, se réunirent et se serrèrent longuement les mains. Pour information, les anciens combattants alliés sont favorables à Hitler, bien que les politiciens des pays se méfient d'Hitler et pensent à une guerre future. Les anciens combattants sont confiants en Hitler et ils diront que, comme c'était un simple caporal et qu'il a connu les tranchées, il ne voudra pas d'une nouvelle guerre, parce que, lui, il sait ce que c'est que la guerre. Le 12 février, en Autriche, dans plusieurs villes, grave affrontement entre la police et des ouvriers armés. Les sociodémocrates appellent à la grève générale. Il faut dire que 200 sociodémocrates ont été arrêtés précédemment par la police autrichienne et Dollfuss interdit le parti social-démocrate et fait arrêter ses leaders. Je ne précise pas pour la France, mais en France, il y a également à cette époque des grèves générales et des affrontements entre les émeutiers et la police. Le 14 février, abolition de la Chambre représentative des intérêts des Länder. Le 16 février, loi sur le cinéma. Création d'une commission de contrôle du cinéma sous l'autorité de Goebbels. Le 20 février, rencontre à Berlin entre Hitler et Robert Anthony, garde des Sceaux britannique, sur les conditions du désarmement. Le 28 février, Hitler s'entretient avec les responsables de la Reichswehr et il les rassure en disant que la Reichswehr sera toujours la Reichswehr et que les SA ne prendront pas leur place. Il leur dira que les SA sont juste habilités à s'assurer une préparation militaire et cela sous le contrôle de la Reichswehr. Hitler précisera que la politique est au SA et le militaire à la Reichswehr, qui est le seul bras armé de la nation. Le soir même, Röhm, qui a encore picolé, exprime franchement ses pensées. Il dira « Ce qu'a dit ce caporal ridicule ne nous concerne pas. Je n'ai pas la moindre intention de respecter cet accord. Hitler ne connaît pas la loyauté et doit au moins prendre un congé. Si on ne peut pas faire l'affaire avec lui, on la fera sans lui. » Ces propos seront rapportés par Victor Lutz à Hitler, et Hitler dira tout simplement « Il faut laisser mûrir les choses ». Ludek rapportera que Röhm lui a dit « Je ne veux pas être à la merci de Göring et de Blumberg. Les effectifs de mes SA ne cessent d'augmenter. Hitler sait que je ne laisserai jamais s'éteindre la flamme de notre révolution. Bien sûr, il est confronté à un dilemme, et comme d'habitude, il hésite à trancher nettement. Il veut nous utiliser comme moyen de pression sur la Reichswehr et les gros capitalistes, ici et à l'étranger. Mais s'il croit qu'il peut me manipuler indéfiniment pour servir ses intérêts et un beau jour me jeter à la poubelle, il se trompe. Les SA peuvent aussi servir à contenir Hitler lui-même. Hermann Röchning rapporte également que Röhm lui a dit « Adolphe est ignoble, il nous trahit tous. Il ne fréquente plus que les réactionnaires. Il méprise ses anciens camarades. Ce que je veux, Adolphe le sait parfaitement. Je le lui ai assez souvent répété. Je ne veux pas un replâtrage de la vieille armée impériale. Faisons-nous ou non une révolution? Les généraux sont de vieilles badernes, assez de leur routine qu'on les mette au rencard. Adolphe a été à mon école.
C'est de moi qu'il tient tout ce qu'il sait des questions militaires. La guerre n'est pas seulement du maniement d'armes, mais Adolphe est et reste un civil, un barbouilleur, un rêveur, un petit bourgeois qui veut qu'on lui fiche sa paix viennoise. Ce qui lui plaît, c'est de s'asseoir et de trôner comme le bon Dieu sur sa montagne de l'Obersalzberg. Et pendant ce temps, nous nous tournons les pouces, alors que les doigts nous démangent. Croyez-vous que je me contenterai d'être le berger qui traîne un troupeau de vétérans médaillés? Non, non. Je suis le Scharnhorst de la nouvelle armée. Il est impossible de greffer sur du bois mort. L'occasion est unique de construire quelque chose d'inouï, quelque chose qui fera sortir le monde de ses gonds. Mais Hitler me promène par le bout du nez, il préfère ne rien brusquer, ne rien risquer. Ça, c'est de l'Adolphe tout pur. Il veut hériter d'une armée toute prête, il la fera rafistoler par les hommes du métier. Rien qu'en entendant ce mot, je vois rouge. Il dit qu'il veut une armée nationale socialiste et il commence par en charger les généraux prussiens. Je les mets tous dans le même sac, eux et Adolphe. De ce que raconte Rome, nous voyons la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que des officiers prussiens prennent la tête de l'armée. Alors que nous savons que Rome voulait devenir ministre de la guerre et mettre des officiers SA, ou du moins des officiers militaires membres du NSDAP, au sein de l'état-major de l'armée. Mais là, en voyant Bloomberg, Fritsch, etc. arriver, Rome voit rouge. Pour ce mois de février, Goebbels nous dit qu'il est en déplacement à Hanovre, dans une école de cavalerie, et il dit qu'il est en grande forme. Il revient sur les événements survenus en France, à Paris. Il dit « Une révolte ouverte a éclaté. On parle de 50 morts et de 1000 blessés. Daladier a reculé sous la pression de la rue. On attend la suite. Pour nous, c'est du passé. » Par la suite, le Führer à la Philharmonie. Il fait un discours de fond devant les étudiants sur le problème des générations. Il est comme toujours en grande forme. Par la suite, il dit qu'il est chez Hitler, qu'il regarde un film, et il dit « Très amusant, beaucoup de jolies femmes ». Par la suite, « Commencez à travailler de bonne heure. Mon discours sur les femmes fait forte impression. Il était très nécessaire. Personne n'avait eu le courage de le faire. Beaucoup de contrariétés et de pailleries. Le Führer ne s'occupe que de politique étrangère. Beaucoup de choses restent en suspens. Très malade et fatigué. L'après-midi au lit. Parler le soir avec 39 de fièvre à la Hochschule für Politik. Plein à craquer, je suis péniblement arrivé au bout. À la chancellerie avec des frissons. Visionner encore 2 films. Film de guerre de Zoberlein. Bon, mais trop long. Évoquer la question autrichienne avec le Führer. Nous devons être actifs. J'ai lancé une campagne de presse. À la maison, forte grippe, traitement sudorifique, nuit horrible. Nous pouvons voir par là que Goebbels est souvent malade. Par la suite, combat acharné en Autriche. Plus de 500 morts. Dollfuss assassin. Les rouges se défendent avec l'énergie du désespoir. Notre presse se déchaîne. C'est aussi une révolution. Comme la nôtre, est différente. Dur combat de guerre civile à Vienne. Grève générale à Paris. Sanglante Europe. Par la suite, guerre civile en Autriche. Examen de la situation à la chancellerie. Je ne peux pas sortir de la maison et je trépigne d'impatience. Dehors, déjà le début du printemps. L'après-midi, je dicte comme un possédé. Bientôt fini. Mon livre va faire sensation. Avec le Führer au Kaiserhof, il est très aimable. Il m'attendait. Berlin, me dit-il, serait vide sans moi. Le soir, chez lui, film sans esprit. La Slezak est là, elle aussi. Elle n'est pas très enthousiasmante. Une nouvelle. Habicht a proposé à Dollfuss, à la radio, un armistice de 8 jours. Participation au pouvoir ou bien lutte encore plus dure. Stupidité gigantesque. Premièrement, nous nous coupons ainsi tout accès aux ouvriers marxistes. Et deuxièmement, au bout de 8 jours, l'étranger va nous coller tous sur le dos. Hitler hurle contre Habicht au téléphone. Un dilettante cafouilleur, redoutable. Ses fautes puériles. Nous allons devoir payer les pots cassés. Par la suite, je dicte. Mon livre est terminé ce soir.
il est devenu bon, je suis heureux. Dîner chez le président du Reich, grande affaire. Il me retient très longtemps en tête-à-tête. Il est très aimable. Il souhaite du bonheur à Magda. Quelle vigueur il a conservé. Un merveilleux vieillard. Film à la maison. L'homme au cheval blanc. Magnifiquement tourné. Une réalisation propre et soignée. Nous sommes tous enthousiasmés. Surtout le Führer lui-même. À la fin du mois, il dit « Discussion sérieuse avec Funk ». Il se montre trop faible dans les affaires de personnel. Il laisse entrer trop de non-nazis dans nos bureaux. Je dois veiller au grain. Le vieil esprit reprend ses aises. Surtout, dans le domaine de la culture, il faut intervenir. Plus tard, Rosenberg me fait du sabotage. Partout. Un emmerdeur. Berlin m'a fait citoyen d'honneur. J'accepte. Au nom des nombreux camarades qui ont souffert et versé leur sang. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.